On va pouvoir démarrer. Donc, je vous remercie de votre présence ce soir donc, dans ce webinaire. Tout savoir sur l'assurance vie. Donc, vous avez ma photo sur cette première page. Donc, je suis Sylvain Guignon, conseiller épargne senior. J'ai intégré Bourse Direct en 2021 maintenant, au sein du pôle épargne, donc notamment là d'où dépend l'assurance vie de Bourse Direct. Et j'étais auparavant dans un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui a été repris par Bourse Direct. Bourse Direct, qu'est-ce que c'est? Comme vous pouvez le voir, prestataire de services d'investissement, c'est le métier historique. Donc, vous ouvrez des comptes titres, des PEA, des PEA PME pour acheter des valeurs mobilières, que ce soit des actions cotées en bourse, mais aussi toute autre sorte de valeurs mobilières. Un courtier en opération d'assurance. Donc, ça, c'est ce qui permet de proposer les contrats Bourse Direct Horizon et Bourse Direct Vie, mais également un conseil en investissement. Là, c'est la partie, effectivement, où on intervient au pôle épargne avec Nicolas Bazinet sur des conseils sur des allocations, sur des produits à souscrire, voire même sur de l'optimisation fiscale. Bourse Direct en chiffres, donc 135 collaborateurs. Au 31 décembre 2023, c'était 312 283 comptes, 4,5 millions d'ordres exécutés en 2023, un chiffre d'affaires sur 2023 de 66,6 millions d'euros et des fonds propres à hauteur de presque 76 millions d'euros au 31 décembre 2023. Tout ceci est public, hein, Bourse Direct est coté en bourse. Donc vous retrouvez, nous avons en plus du site je dirais commercial de Bourse Direct, vous avez un site Bourse Direct actionnaire. L'assurance vie, on a pour habitude de l'appeler effectivement le couteau suisse de la gestion de patrimoine, puisqu'il permet de répondre à la quasi-totalité des problématiques de gestion de patrimoine qui peuvent se poser, que ce soit vos objectifs, que ce soit vos allocations d'actifs et toute autre chose. On l'appelle effectivement le placement préféré des Français, puisque l'encours à fin avril 2024 s'élevait à 1961 milliards d'euros. Donc, ce qui représente en gros un tiers du patrimoine financier des Français, puisque le patrimoine financier est aux alentours de 6 000 milliards, notamment les comptes courants, vous retrouvez tous ces produits, les produits bancaires, toutes ces choses. Pour rappel, effectivement, chaque investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle et ne pas forcément avoir que l'optimisation fiscale, la défiscalisation pour unique motivation de sa souscription. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur, susceptible d'être modifié ultérieurement. Ces derniers temps, la dernière grande modification qui a eu un impact sur l'assurance vie, on le verra plus tard, c'est l'introduction du prélèvement forfaitaire unique de 30%, la flat tax. Le sommaire. Tout d'abord, définition de l'assurance vie, le fonctionnement et la fiscalité en cas de vie, la fiscalité en cas de décès. On aura quelques mots sur le contrat de capitalisation et pour la partie questions-réponses, j'interviendrai plutôt à la fin, sachant que ce sont plutôt des questions d'ordre générique, puisque les questions sur votre situation personnelle, n'ayant pas tous les tenants et les aboutissants, ça sera quasiment impossible de vous répondre avec exactitude. Donc c'est vraiment, j'essaierai de définir les termes techniques qui peuvent être employés pendant la présentation. Mais après, les questions de fonctionnement, on y répondra plutôt à la fin. Donc, commençons d'abord par la définition. L'assurance vie est un contrat par lequel l'assureur s'engage à verser à un bénéficiaire un capital ou une rente en échange d'une prime. Ça, c'est le côté juridique. Vous retrouvez les parties dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, l'assureur, entreprise réglementée, donc qui, notamment par le Code des assurances, est agréée. Donc, c'est elle qui va couvrir le risque et qui s'engage à verser les prestations en cas de réalisation du risque. Donc là, c'est le décès du titulaire. Enfin, du contrat, mais plus communément appelé l'assuré. Vous avez la partie l'adhérent, donc c'est la personne qui est à l'origine de la souscription du contrat. Et vous avez l'assuré, donc c'est la personne sur laquelle repose le risque de décès. À 99,99% des cas, c'est la même personne. Quand vous souscrivez un contrat, vous êtes l'adhérent et l'assuré sur le risque, l'assuré pour le risque qu'il couvre, et notamment le décès. Et en cas de décès, effectivement, vous allez
avoir le bénéficiaire, enfin le ou les bénéficiaires, bien sûr. Donc, c'est la personne qui, s'il est vivant au décès d'assuré, percevra l'épargne constituée sur le contrat. Élément crucial du contrat. On le verra un peu plus tard. Définition réelle. L'assurance vie, c'est une enveloppe dans laquelle l'adhérent investit à son rythme des sommes qui bénéficieront d'un traitement fiscal favorable, et ce, tant en cas de vie pour l'adhérent qu'en cas de décès pour le ou les bénéficiaires. On y reviendra plus en détail ensuite. Tout d'abord, le fonctionnement. Là, vous retrouvez les différentes phases. Tout d'abord, l'adhésion. L'adhésion au contrat, Dixit, implique un choix de bénéficiaire. Les versements, les arbitrages, les rachats, les avances, les rentes. Tout d'abord, au niveau de la souscription. La réglementation fait en sorte que nous avons une obligation d'information et de devoir de conseil et d'établir votre profil investisseur. Si vous êtes amené à souscrire un contrat d'assurance vie dans nos outils sur le site Bourse Direct, vous allez voir qu'on va vous refaire tout ce questionnaire client, pour ceux qui sont déjà clients sur la partie compte titre ou autre. Là, c'est un nouveau, on sort de, c'est pas la même réglementation, on est sur le code des assurances. Donc, on va refaire un profilage investisseur. On doit vous formuler un conseil et au final, vous décidez ou pas de respecter ce conseil, mais de toute façon, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ensuite, une fois que ces obligations sont remplies, on va, dans le cadre de la procédure de souscription, vous allez pouvoir choisir le mode de gestion. C'est-à-dire que l'argent que vous allez placer sur ce contrat, soit vous pouvez choisir de la gérer librement, donc c'est vous qui allez faire les opérations dites d'arbitrage, de réorientation de l'épargne, on y reviendra un peu plus tard, ou sinon, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle une gestion pilotée. La gestion pilotée, eh bien, vous allez mandater une société de gestion qui va gérer vos avoirs. Et là, vous allez pouvoir, en fonction des contrats, retrouver différents profils investisseurs et différentes sociétés de gestion. Ça, c'est propre à chaque contrat. Et une fois, effectivement, si vous passez en gestion libre, là, vous aurez la possibilité de choisir des supports. Alors, les supports, notamment, vous avez ce qu'on appelle le support garanti. Pourquoi le succès de l'assurance vie? C'est notamment le fonds en euros. Le fonds en euros, c'est un support qui va être garanti par l'assureur, c'est-à-dire que c'est un support sur lequel vous ne perdez pas d'argent, avec en plus un effet cliqué, c'est-à-dire qu'à chaque 31 décembre, on vous verse une participation au bénéfice qui, elle, ensuite est également garantie. Alors, on a les fonds en euros traditionnels, mais on a vu aussi fleurir ces derniers temps des fonds dits croissance, où là, on va avoir une garantie sur une période un peu plus longue, et également des fonds dits de nouvelle génération. Également, dans les supports, vous allez pouvoir retrouver une grande quantité de fonds communs de placement, d'actions, de produits indiciels, ETF, tracker, plus communément appelé, mais aussi des supports immobiliers, SCPI, OPCI, SCI. Donc c'est là où on voit qu'on a quasiment accès à la totalité des classes d'actifs qui peuvent exister. Maintenant, l'investissement sur les supports unités de compte supporte un risque de perte en capital, puisque leur valeur est sujette à fluctuations à la hausse comme à la baisse, dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers. L'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte et non sur la valeur qu'il ne garantit pas. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du fonds en euros qui lui est garanti, mais tout le reste, toutes les unités de compte que vous souscriviez dans l'assurance vie, voire même en direct dans un compte titre, eh bien, il n'y a pas du tout de garantie en capital. Dans la souscription, en ouvrant un contrat d'assurance vie, vous pouvez verser de l'argent à votre rythme en une seule fois. Donc là, on va parler d'un versement unique. Ou alors quand vous le souhaitez. Donc là, on va parler de versement libre. Ou encore de manière programmée. Tous les mois, tous les trimestres, tous les 6 mois, tous les ans. Donc, de toute façon, quand vous êtes amené à mettre en place tous ces versements, vous devez en même temps sélectionner votre allocation d'actifs qu'on va appeler. On va appeler ça donc du fonds en euros. Votre épargne n'est pas soumise au mouvement des marchés financiers, mais le rendement de fonds en euros est corrélé au taux d'intérêt sur les marchés financiers. Alors, ces dernières années, il avait plutôt tendance à s'éroder. Bon, ça fait 2 ans qu'on a des rendements de fonds en euros qui remontent. Et puis à côté, donc les fameuses unités de compte, vous avez un choix varié de supports, comme je disais, actions, obligations, fonds monétaires, immobiliers, offrant une espérance de gain supérieure aux fonds en euros, mais que l'épargne n'est pas garantie puisqu'elle est sujette aux fluctuations des marchés financiers. Petite illustration en fonction du type de support, du moins risqué, en partant en bas vers le plus risqué. Plus la prise de risque est importante, plus l'espérance de rendement l'est aussi. Et on le verra sur un graphique un peu plus tard.
plus l'investissement est risqué, plus vous le portez longtemps et plus les performances envisagées seront bonnes. Dans la souscription, c'est ce que je vous disais, la clause bénéficiaire. On ne peut pas ouvrir de contrat si on ne met pas de clause bénéficiaire. Alors de base, il y a une clause typique qui est mon conjoint, mon partenaire de Pacs non séparé, non divorcé. À défaut, mes enfants, par part égale, à défaut, mes héritiers. Il y a déjà des clauses qui existent et qui vous sont proposées, des clauses types. Après, vous pouvez aussi, vous, si vous avez déjà rédigé des clauses avec des notaires ou autres, on peut effectivement mettre la clause que vous souhaitez. On peut très bien mettre un démembrement dans la clause bénéficiaire, c'est-à-dire au moment de, donc c'est-à-dire mon conjoint non séparé, non divorcé pour l'usufruit et mes, comment dirais-je, mes enfants pour nus propriétaires. Là aussi, sur la rédaction de la clause, si vous cherchez des choses bien particulières, on peut vous accompagner. Le cas du bénéficiaire acceptant, je vous l'indique juste, mais c'est un cas que en 15 ans de métier, j'ai jamais croisé. Donc, c'est-à-dire que pour des raisons X ou Y, mais je vous dis, on ne voit pas, vous pouvez demander à ce que le bénéficiaire accepte. Mais à ce moment-là, vous ne pourrez plus modifier la clause sans son accord. Et puis, comme tout héritage, il y a également le bénéficiaire a toujours la possibilité de ne pas accepter le bénéfice de la police d'assurance, faculté de renonciation, et elle entraîne effectivement les mêmes effets qu'une absence de bénéficiaire déterminé. Voilà, on va dire, on va regarder ce que dit le Code civil et qui sont les héritiers légaux derrière. Les versements, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, versement libre sur le ou les supports de votre choix par prélèvement, versement programmé sur le ou les supports de votre choix par prélèvement. L'intérêt des versements programmés, c'est quand on va investir justement sur des produits plus risqués, notamment tout ce qui est actions. Ici, je vous ai mis un graphique du CAC 40 dividendes réinvestis sur 10 ans. Effectivement, sur 10 ans, on voit que en gros, on fait 150-160% de gains, mais que ça n'est pas une ligne droite. Donc, pour éviter les phénomènes de forte variation, eh bien, le versement progressif, mensuel, trimestriel, sur ce type de support vous permettra, je dirais, d'atténuer ces variations dans le temps. Là, effectivement, les arbitrages, donc votre contrat est ouvert, vous avez déjà des fonds et vous vous dites, bon, je veux orienter, soit diminuer le risque, soit faire des choses. Donc, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle des arbitrages. Donc, l'arbitrage, c'est une opération par laquelle, effectivement, vous allez vendre certains supports pour en acheter d'autres. Alors, ça peut être un seul support, ça peut être plusieurs supports, à l'achat comme à la vente, mais on va parler là d'un arbitrage. Et les contrats, je dirais, modernes, vous permettent aussi d'avoir des options d'arbitrage, notamment de mettre en place, alors ça, elles sont spécifiques à chaque contrat, vous retrouvez leurs caractéristiques dans les conditions générales, mais vous allez retrouver de la sécurisation des plus-values, de la dynamisation des plus-values ou de la limitation des moins-values. C'est-à-dire que sécurisation des plus-values, admettons, dès que vous arrivez à 30%, on sécurise la plus-value vers le fonds en euros. La dynamisation des plus-values, ça va être l'inverse. Effectivement, c'est les plus-values générées sur le fonds en euros qui vont être investies sur les marchés actions. Et puis la limitation des moins-values, c'est un peu les ordres stop ou des coupes-circuits. Si vous perdez 20%, vous sortez. C'est des choses qui sont effectivement disponibles, que l'on peut mettre en place dans les contrats. Les rachats, donc cet argent, elle est dans cette enveloppe fiscale, mais vous pouvez en disposer. Donc à travers ce qu'on appelle un rachat. Donc là aussi, c'est une opération par laquelle soit vous faites un rachat partiel, vous avez besoin d'argent ponctuellement, soit malheureusement vous avez besoin de la totalité de l'argent, donc on va faire un rachat total, ou soit on est dans une phase où effectivement vous avez besoin de complément de revenus, et bien le capital que vous avez constitué sur votre rente, on peut, je dirais, le sortir en utilisant des rachats partiels programmés. Ça vous permet de calibrer. Là aussi, c'est comme pour les versements, ça peut être du mensuel, trimestriel, semestriel, annuel, et vous les calibrez selon vos besoins. Alors, c'est au niveau de l'assurance vie, c'est là où va intervenir une fiscalité avantageuse. Notamment quand vous investissez ce qu'on appelle le droit commun sur un compte titre, tout ce qui est valeur mobilière et autres va être soumis à ce qu'on appelle maintenant la flat tax, donc les 30%, impôt sur le revenu 12,8%, prélèvements sociaux 17,2%. Et bien là, alors là, je vous ai remis la fiscalité
pour les versements qui ont été réalisés avant le 27 septembre 2017. Cette date, ça correspond à l'introduction du prélèvement forfaitaire unique de 30%. Donc, si vous avez des contrats, effectivement, vous avez versé de l'argent avant ces sommes-là, mais effectivement, là, tous les contrats quasiment auront bientôt 8 ans. Mais si vous faisiez un retrait avant les 4 ans du contrat, vous aviez une fiscalité donc, qui est soumise au barème progressif de principe ou prélèvement forfaitaire libératoire sur option. C'est-à-dire que votre contrat a moins de 4 ans, vous pouvez la mettre au barème progressif, donc les tranches pour rappel 0, 11, 30, 41, 45, ou le prélèvement forfaitaire de 35%. Donc là, souvent, dans les contrats au moins de 4 ans, je dirais le plus intéressant, c'était de le soumettre au barème. Maintenant, après, effectivement, le contrat entre 4 et 8 ans, là, le prélèvement forfaitaire va être de 15%. Et quand le contrat a plus de 8 ans, c'est là où on va tomber à 7,5. Sachant que ce 7,5, c'est après abattement de 4 600 ou 9 200 euros de produit pour un couple. Et s'ajoute à ça les prélèvements sociaux. Cette fiscalité s'applique uniquement sur les gains. Votre contrat, vous avez versé 100, il vaut 150. Eh bien, si vous sortez 15 de ce contrat, il y aura 10 qui représenteront le capital, 5 qui représenteront les gains, et donc c'est ces 5 de gains qui seront fiscalisés. Et c'est là où on regardera l'âge de votre contrat. Si le contrat a plus de 8 ans, eh bien, ce sera 7,5 après abattement de 4 600 euros, 9 200 euros de produit, et plus les prélèvements sociaux. Sachant que sur les fonds en euros, depuis 2011, les prélèvements sociaux sont prélevés le 31/12, quand les intérêts sont inscrits en compte sur le fonds. Donc, effectivement, dans ces cas-là, vous n'aurez pas les régler puisqu'ils ont déjà été réglés. Ça, on est dans le cadre des versements avant le 27 septembre 2017. Donc, depuis cette date, le 27 septembre 2017, effectivement, sur la partie où le contrat a moins de 8 ans, eh bien là, on va être soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, c'est-à-dire 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Principe d'imposition au barème progressif sur option. Vous voyez, on a inversé les choses. Auparavant, c'était le barème obligatoire, on choisissait le prélèvement forfaitaire. D'ailleurs, si vous êtes amené à faire des rachats sur ce genre de contrat, effectivement, c'est là où il faut exprimer le fait de choisir le prélèvement forfaitaire. Là où sur les versements qui ont été faits depuis 2017, eh bien, l'assureur prend de facto le prélèvement forfaitaire unique, mais vous, ensuite, vous pouvez décider l'année suivante, quand vous déclarez vos revenus, de l'insérer au barème si c'est un intérêt pour vous. Et maintenant, donc, quand les contrats ont plus de 8 ans, c'est là où on va le 7,5% qu'on avait auparavant sur des quantités illimitées de fonds. Là, on va être plafonné à 150 000 euros. Vous voyez, donc c'est si la prime nette est inférieure à 150 000 euros, prélèvement forfaitaire unique de 7,5%, après mon abattement de 4 600 euros et 9 200 euros de produit pour un couple. Et si les primes nettes sont supérieures, alors à ce moment-là, vous aurez un prorata des gains qui seront taxés à 7,5% et à 12,8%, sachant qu'on a toujours cet abattement de 4 600 euros et 9 200 euros de produit pour un couple. Et principe de la position au barème progressif ou sur option, enfin le barème progressif reste possible sur option. Toujours les prélèvements sociaux. Donc, en gros, je dirais ça, c'est effectivement, il faut connaître comment la fiscalité se calcule, mais avant, quand vous allez avoir besoin d'argent, effectivement, si vous connaissez le montant, on pourra calculer la fiscalité, ou bien on pourra effectivement calculer une fiscalité, enfin le montant des rachats possibles sans fiscalité. Puisque l'objectif, effectivement, de l'assurance vie, c'est quand vous sortez de l'argent, d'éviter l'impôt sur le revenu et de profiter de ces 4 600 euros et 9 200 euros d'abattement. Alors, c'est pour une personne seule, 4 600 euros. Pour un couple, c'est 9 200 euros. Donc, c'est des avantages qui sont acquis une fois que le contrat a 8 ans. Un exemple de rachat. Donc là, dans mon exemple, mon client donc, verse 100 000 euros en 2005, 50 000 euros en 2006, la valeur en 2015, au moment où il fait son retrait, de 300 000 euros. La plus-value est donc de 150 000 euros. Dans mon cas, donc, il s'agit d'un couple marié. Donc, pour calculer l'impôt sur le revenu, la plus-value imposable sera de 150 000 euros moins 9 200 euros, donc soit 140 800 euros d'assiette, au taux de 7,5, soit 10 560 euros. Dans les faits, l'abattement, il est géré par l'administration fiscale. Comme vous pouvez avoir 10 contrats chez 10 assureurs différents,
eux n'ont pas la visibilité, les assureurs n'ont pas la visibilité sur cet abattement. C'est pour ça que dans les pratiques, l'assureur prélèvera 7,5% de 150 000 euros, soit 11 250, et c'est l'administration fiscale qui, l'année suivante, puisque vous allez être amené à déclarer ces montants de gains que vous avez retirés et qui ont été fiscalisés, eh bien, qui vous restituera les 7,5% de 9 200 euros de gains, soit 690 euros. Et puis donc effectivement, 150 000 euros à 17,2% de prélèvements sociaux, sachant que l'assureur déduit les prélèvements sociaux déjà réglés sur le fonds en euros. Ce que je disais tout à l'heure, fonds en euros, chaque 31/12, les prélèvements sont réglés. Donc quand il va calculer les prélèvements sociaux au moment de la sortie, il va en tenir compte. Alors j'ai une question a priori sur le... Alors, prenons un exemple. La question, c'est par rapport effectivement à la fiscalité des versements depuis le 27 septembre, effectivement, cette introduction du PFU. Eh bien, au cas, allez, on va prendre un exemple assez simple, vous avez versé 300 000 euros. La réglementation, enfin la loi dit que maintenant, c'est pour les versements inférieurs à 150 000, vous avez 7,5, et pour les versements supérieurs, c'est 12,8, c'est le PFU. Eh bien, dans mon cas, s'il retire les 300 000, il y aura la moitié fiscalisée à 7,5 et la moitié fiscalisée à 12,8. Sachant qu'il y aura toujours l'abattement de 9 200 euros de produit. Voilà. Une autre disposition possible sur l'assurance vie, les avances, notamment qui peuvent être intéressantes quand vous avez plus de 70 ans, par exemple, puisqu'on le verra après en matière de fiscalité successorale, les avantages changent une fois que vous avez passé 70 ans, eh bien on peut demander une avance. Donc, une avance sur police dans le cadre de l'assurance vie, c'est un prêt. Effectivement, l'assureur va vous prêter de l'argent et à charge pour vous de le rembourser. Donc, l'avance permet donc au souscripteur de percevoir des liquidités sans diminuer la valeur de rachat de son contrat. Le montant de l'avance ne peut être supérieur à la valeur de rachat du contrat, bien sûr. C'est même en fonction des assureurs un certain pourcentage. L'avance n'est pas un rachat, le souscripteur devra rembourser à la compagnie d'assurance le montant de l'avance. Et l'avance peut être remboursée à tout moment par le contractant. Voilà, à défaut, elle est déduite par l'assureur des sommes qu'il verse aux bénéficiaires au moment du contrat. Effectivement, si au moment de votre décès, vous n'avez pas remboursé l'avance, eh bien, elle sera, défalquée en premier de la valeur qui sera transmise aux bénéficiaires. Qui dit prêt dit intérêt. Vous voyez, intérêt en général payé en même temps que le remboursement de l'avance. Le non-paiement des intérêts constitue un cas de résiliation du contrat d'assurance vie par l'assureur. Au moment où vous faites un remboursement d'avance, effectivement, alors on en a des taux d'intérêt qui suivent les marchés. Hein. Les avances actuellement, ça coûte entre 3,5 et 4%. Eh bien, si vous faites un remboursement d'avance à hauteur de 10 000, en premier lieu, l'assureur va retenir les intérêts et ensuite imputer le solde sur l'avance qu'il reste à rembourser. Autre possibilité, un peu moins fréquente parce que c'est la transformation en rente. Un contrat d'assurance vie, on peut très bien, effectivement, interroger l'assureur pour le transformer en rente. La transformation en rente fait que vous allez aliéner le capital, c'est-à-dire que vous n'en disposerez plus. L'assureur va vous assurer, lui, une rente. Alors, c'est là où on a un choix large de rente qu'on peut choisir avec des annuités garanties et autres. Mais en règle générale, on n'a plus la main sur le capital. C'est pour ça qu'on va utiliser essentiellement des rachats programmés. Parce que les rachats programmés vous permettent d'encaisser régulièrement une somme d'argent fixe et de pouvoir disposer du capital. En contrepartie, je dirais cette transformation en rente et cette aliénation du capital fait que, en fonction de l'âge à laquelle vous liquidez ce contrat d'assurance vie en rente, eh bien c'est seulement une fraction de la rente qui sera imposable. Ça, c'est le fonctionnement donc pendant de votre vivant. Vous faites travailler votre contrat d'assurance vie. Je vous dis, vous avez la main pleinement sur le contrat. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez être, vous pouvez être 100% risque, 100% sécurisé. Voilà, tout est envisageable. C'est l'avantage du fonctionnement de l'assurance vie. Alors, l'assurance vie en cas de décès. Alors, c'est ce que je disais. Le gros j'ai une question sur l'intérêt de l'avance. Vous le verrez un peu après parce que justement on y arrive, c'est la fiscalité en cas de décès. C'est quand vous avez plus de 70 ans et que si vous faites un rachat, vous allez perdre les avantages
des versements avant 70 ans qui sont 152 500 € d'abattement par bénéficiaire pour ne plus descendre qu'à 30 500 €. Donc, c'est essentiellement dans ce cadre-là que l'avance peut être intéressante. C'est si vous avez plus de 70 ans et que cet argent, vous êtes sûr que vous pouvez la rembourser plus ou moins rapidement. On y arrive justement, c'est les avantages successoraux qui indiquent l'intérêt de ce genre de procédure, si vous voulez, d'utilisation des avances. Alors, l'assurance vie en cas de décès, que se passe-t-il lors du décès de l'assuré et la fiscalité? Je vous redis, les questions, je reviendrai à la fin, c'est plus justement, c'est là, on sera là pour préciser le fonctionnement. Lors du décès de l'assuré, donc les sommes du contrat, les sommes que vous avez versées sur un contrat d'assurance vie ne font pas partie de la succession. C'est pour ça qu'il y a une clause bénéficiaire que l'assureur lui va verser les fonds aux bénéficiaires. Transmise aux bénéficiaires, soumise à une fiscalité spécifique qu'on va voir juste après. Les petits points à tirer comme attention, c'est attention aux abus, dont prime manifestement exagérée. Vous avez 300 000 € de patrimoine, vous versez 250 000 € sur votre assurance vie. Donc, ça peut faire le cas de prime manifestement exagérée. Encore jamais vu ce genre de problème. Et puis la réserve légale, quotité disponible. Là, c'est le droit civil accorde à chaque héritier une part réservataire. C'est-à-dire que vos enfants ont, une part sur laquelle vous ne pouvez pas empiéter. Donc ça peut faire l'objet après votre décès d'une procédure entre les héritiers puisque vous avez lésé votre part réservataire. Là, on le voit. Donc, dans le cadre, si vous avez 2 enfants, eh bien, chacun a droit à au moins un tiers. Et vous avez un tiers en quotité disponible. Et 3 enfants et plus, là, on est sur un quart de quotité disponible et la part réservataire est de 3 quarts. Donc là, le 3 quarts, vous le divisez par 3. Vous divisez par le nombre d'enfants. 3 enfants, ça sera un quart chacun. Et si on va au-delà de 4 enfants, ça sera supérieur. Et là, la quotité disponible, ça c'est la partie de votre patrimoine que vous pouvez attribuer à n'importe qui. L'assurance vie, donc là, c'est la fiscalité qui va être appliquée. C'est là où on a eu des gros changements. Le premier changement radical, 20 novembre 1991. D'ailleurs, si vous avez toujours des contrats qui sont souscrits à cette date, ils sont intéressants puisque là, pour celui-ci, l'avantage des 152 500 € est aussi après 70 ans. Exonération pour les primes versées avant le 13 octobre 98 et article 990. Alors, j'y reviendrai juste après, mais donc l'article 990I du Code général des impôts, c'est celui-ci. C'est celui qui dit que vous avez un abattement de 152 500 € sur lequel il n'y aura pas de droit par bénéficiaire. Et là, pour les contrats avant le 20 novembre 91, eh bien, on bénéficie encore maintenant et là, il n'y a pas de quel que soit l'âge du versement. Mais là où effectivement, après les contrats qui ont été souscrits après le 20 novembre 91, c'est là où ils ont inséré la distinction du versement après 70 ans. Pour les versements qui sont faits avant 70 ans et avant le 13 octobre 98, là, on a toujours une exonération totale. Mais pour les versements qui sont faits depuis et avant vos 70 ans, c'est là où on retrouve l'article 990I qui dit 152 500 € par bénéficiaire. Je reviendrai plus dans le détail. Et qui est inséré pour les versements après 70 ans, c'est l'article 757B. Et là, il n'y a plus qu'un seul abattement de 30 500 €. On y vient. Que dit l'article 990I? L'assiette, donc c'est la valeur de rachat du contrat au décès net de prélèvements sociaux. Eh bien, vous bénéficiez d'un abattement de 152 500 € par bénéficiaire en pleine propriété ou par couple usufruit d'une propriété, ce que je disais tout à l'heure, la possibilité de démembrer la clause bénéficiaire. Au-delà de ce montant, il y aura une taxe de 20% pour la fraction nette inférieure à 700 000 et 31,25% pour la fraction nette supérieure à 700 000. Et si on passe sur la fiscalité pour les versements après 70 ans, donc là, on va avoir une assiette différente. Le montant qui sera retenu, c'est les primes brutes versées.
Et sur ces primes brutes versées, vous avez un abattement global de 30 500 €. Et c'est un abattement unique. C'est-à-dire que, quelle que soit la quantité de contrat, si vous avez versé 100 000 € après 70 ans, eh bien, qui est 200 000 € de transmis, que les contrats soient valorisés de 200 000, c'est la valeur des versements, le 100 000 € qui va servir de calcul des droits, l'assiette de droits. Donc il y a quand même un gain quelconque, mais pour le calcul des droits, on pratique un seul abattement de 30 500 € pour ces versements après 100 000 €. Et alors, c'est là où on utilise le même barème que pour les droits de succession ou droits de donation, c'est-à-dire que ça va être fonction du lien de parenté. Et l'exemple, c'est en ligne directe, donc le taux de 20% pour la fraction comprise entre 15 932 et 552 324. Alors, on est d'accord que là aussi, ça reste l'assurance vie, donc hors succession, même si c'est le même barème qui est utilisé pour le calcul des droits. Alors, j'ai mis un petit exemple de calcul, mais ne vous inquiétez pas si vous êtes perdu. De toute façon, les assureurs sont là pour, je dirais, mettre en place le calcul exact de ces droits. Pardon. Donc, dans mon cas, M. Martin, né en 1940, verse 300 000 € en 2005 lors de l'ouverture d'un contrat. Il effectue un second versement en 2015 de 200 000. Donc, entre 2005 et 2015, la valeur du contrat a doublé. Donc, les 300 000 sont devenus 600 000. Il a ajouté 200 000. On arrive à 800 000 €. Et entre 2015 et 2020, donc la solution d'essai réalise 50% de plus-value. Donc, de 800 000, on est passé à 1,6 million. De 600 000, on est passé à 1,2 million. Donc, il meurt en 2020, sa femme est décédée, il a 2 enfants et 3 petits-enfants, tous bénéficiaires par parts égales. Donc là, en l'occurrence, donc ce que je disais, le premier versement, 300 000 € de plus-value. Donc en 2015, avant son versement, le contrat vaut 600 000. On rajoute 200 000 avec 50% de plus-value jusqu'au décès, donc soit 400 000 €. Donc c'est là où on retrouve, mais 1,2 million sur le contrat, décomposé en 500 000 € de versement et 700 000 € de plus-value. Nouvelle décomposition, les versements avant 70 ans. Les versements avant 70 ans, 300 000 € qui ont doublé dans un premier temps, puis plus 50%. Donc, soit valorisé 900 000 €. Et c'est là où on va regarder par bénéficiaire. Donc là, on a 5 bénéficiaires. Donc, chaque bénéficiaire a droit à 180 000 € avant fiscalité. Pour calculer la taxation, eh bien, on va défalquer de ces 180 000 €. On va défalquer de ces 180 000 € 152 500 €. S'il restera une base taxable de 27 500 € par bénéficiaire. Et là, donc, on appliquera le taux de 20%, soit 5 500 € par bénéficiaire. Donc, chaque bénéficiaire net sur ces sur les 180 000 € auxquels il a droit percevra 174 500 € net. Les versements après 70 ans. Donc là, c'est la seconde partie, valorisée 300 000 €, mais qui correspondent uniquement à un versement de 200 000. Donc, c'est ce versement de 200 000 qui va servir de base. Donc là, vous voyez, il y a déjà quand même un gain non négligeable de 100 000 € qui seront transmis sans droit. Donc, ces 200 000, qu'est-ce qu'on va faire? On va retirer 30 500 €, donc ce qui va nous donner 169 500, et c'est ce montant qu'on va diviser par 5 puisqu'il y a 5 bénéficiaires. Donc, l'assiette pour chacun sera de 33 900 €. Donc, et si on reprend le barème, on va obtenir 4 974 € de droits. Voilà, chaque bénéficiaire donc recevra en globalité 229 526 € net de droits. Et le total des droits dans mon calcul, 52 370 € pour transmettre 1,2 million. Donc effectivement, alors c'est des montants que je dirais qui ne sont pas accessibles à tous, mais en l'occurrence, voilà les avantages. Mais après, le 30 500 € après les 70 ans, on peut le dépasser assez rapidement. Donc, sans rentrer dans les détails, là, moi, j'ai mis des montants importants pour avoir des droits calculés, mais dans l'idée, ça s'ajoute, si vous voulez, aux abattements en ligne directe que vous pouvez avoir, de 100 000 € par bénéficiaire. Donc, ça reste assez intéressant, même si là, j'ai pris pour avoir des droits calculés, des montants assez importants. Voilà pour la fiscalité. Alors,
C'est assez compliqué, hein, mais de toute façon, vous inquiétez pas. Toutes ces choses-là, l'assureur, les conseillers sont là pour vous accompagner dans le calcul de ces chiffres et le dépôt des déclarations auprès des administrations fiscales. Alors, le contrat de capitalisation. Contrat de capitalisation qui n'est pas du tout un contrat d'assurance vie, car il ne repose pas sur la couverture d'un risque et il ne dépend pas de la durée de vie du souscripteur. Voilà. Mais c'est un produit qui est régi par le Code des assurances et qui dispose des mêmes atouts que l'assurance vie en cas de vie. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de clause bénéficiaire ni de fiscalité avantageuse pour transmettre des capitaux. Le contrat de capitalisation de produit à durée déterminée, généralement 8 et 30 ans éventuellement prorogeable, avec la possibilité de procéder au rachat. Donc vous verrez que la fiscalité de ce contrat est identique à l'assurance vie quand vous sortez de l'argent si on le verra après, de toute façon, vous voyez, l'économie du contrat de capitalisation est identique à celle du contrat d'assurance vie. Peut-être monosupport, en unité de compte, voire en euros diversifiés. En cours de vie du contrat, le souscripteur peut exercer sa faculté de rachat. Hein, là, les fonds sont disponibles à tout moment, exactement comme l'assurance vie. Le rachat intervient pendant la vie du contrat, c'est-à-dire avant l'arrivée du terme prévu du contrat. Le rachat peut être total ou partiel. Et la fiscalité qui s'applique est celle de l'assurance vie en cas de vie. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Là aussi, au bout de 8 ans, vous avez ces abattements de 4 500 € et 9 200 € de produits et une fiscalité à 7,5, bien sûr, si les versements depuis le septembre 2017 ne dépassent pas 150 000. En cas de décès du souscripteur avant le terme, le contrat de capitalisation n'est pas dénoué, il intègre la succession du souscripteur. Donc ça peut être un moyen de transmettre une enveloppe fiscale à ses héritiers, c'est-à-dire qu'on peut très bien changer le nom d'un titulaire de contrat de capitalisation, ce qui permet, en plus, le contrat revient aux héritiers et aux légataires et peut faire l'objet d'un démembrement suite au décès du souscripteur. Le décès purge la fiscalité, impôt sur le revenu, prélèvements sociaux sur les intérêts latents, à l'exception des prélèvements sociaux déjà acquittés sur le fonds en euros. Effectivement, ils ne seront pas remboursés. Et donc, la valeur du contrat, le contrat est taxé au droit de succession à la valeur vénale au jour du décès. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, ça rentre dans la capitalisation, dans le contrat de capitalisation, enfin dans la succession. L'intérêt, voilà, c'est si vous avez après 70 ans des versements supérieurs à 30 500 € à faire, mais pas forcément entamer les abattements de 100 000 ou bénéficier. Vous avez déjà fait une donation il y a 15 ans, donc vous obtenez de nouveau des abattements de 100 000 €. Pour compléter sur ce contrat de capitalisation, effectivement, vous pouvez le donner. Effectivement, vous avez souscrit un contrat de capitalisation, vous l'avez fait fructifier, vous l'avez fait vivre, eh bien, vous pouvez décider de le transmettre à vos héritiers. Il fera l'objet de taxation de droit de donation, hein, donc un grand classique. Les intérêts latents sont purgés, là aussi, impôt sur le revenu, prélèvements sociaux. Le contrat conserve son antériorité fiscale. Ce que je vous disais, c'est que si votre contrat a plus de 8 ans, eh bien, le donataire, effectivement, lui, va pouvoir sortir de l'argent du contrat et bénéficier de la fiscalité des contrats de plus de 8 ans, par exemple. On a aussi un autre avantage, donc c'est les personnes morales qui peuvent souscrire un contrat de capitalisation sous certaines conditions. Alors, sous certaines conditions, c'est essentiellement pour les sociétés commerciales, pour les sociétés patrimoniales, si vous avez une SCI ou des choses comme ça, il n'y a aucun problème pour souscrire un contrat de capitalisation. Ça peut vous permettre de gérer de la trésorerie, toutes ces choses-là, dans un cadre plus souple, je dirais, de votre société. Alors attention aussi au traitement des intérêts sur le fonds euro de la valorisation, puisque vous devez, chaque année déclarer la plus-value que vous avez fait sur votre contrat. Ça, je vous invite à vous tourner vers votre comptable. Si vous avez une personne morale, vous avez obligatoirement un comptable. En conclusion, je reviendrai aux questions ensuite, hein, on va revenir sur les différents risques et avantages du produit. Donc, risque de perte en capital, effectivement, si vous ne mettez pas 100% de fonds en euros, vous serez sur des supports sur lesquels il n'y a pas de garantie. Des frais qui peuvent être élevés en fonction des supports investis et du mode de gestion. Je reviendrai sur les frais des contrats boursiers juste après. Donc, le contrat est intransmissible du vivant du souscripteur. Alors, effectivement, l'assurance vie, on a la loi PAC qui a mis un semblant de transfert,
mais ça reste dans la logique au sein de la même compagnie pour un contrat plus moderne. Alors, si vous avez un contrat qui a 30 ou 40 ans, il est sûr que celui-ci ait possibilité de faire un transfert pacte. Maintenant, si vous avez ouvert un contrat ces 15 dernières années, vous oubliez la possibilité de le transférer au titre de la loi pacte. Le contrat d'assurance vie est imposable à l'impôt sur la fortune immobilière pour la valeur des unités de compte investies en actifs immobiliers situés en France. Donc ça, c'est un grand classique. L'assureur vous fournit, si vous êtes redevable de l'IFI, chaque année un relevé, la valorisation IFI de votre épargne. Sachant que si vous n'avez pas d'actifs immobiliers dans le contrat, il n'y a rien qui rentre. Donc le taux d'imposition de 12,8% avant 8 ans et après 8 ans pour les produits supérieurs aux primes de 150 000 euros. Donc là, on retrouve une taxation de droit commun. Donc c'est-à-dire si vous n'avez pas de velléité de transmission ou autre, c'est la même fiscalité qu'un compte titre. La sortie en rente viagère implique l'aliénation du capital des sommes détenues sur le contrat, mais encore une fois, la rente est très peu utilisée, donc le passage plutôt par des rachats programmés qui permettent de garder la main sur le capital. Donc lorsque le dénouement a lieu sous forme de rente viagère, celle-ci est imposable pour une fraction de son montant. Après, quand vous faites des rachats programmés, la partie qui représente les gains du contrat, elle est également fiscalisée. Donc, ça revient un peu au même. Et les prélèvements sociaux retenus au fil de l'eau sur le fonds en euros. Voilà, ça, c'est un des gros inconvénients quand même, puisque on va pas avoir cet effet de boule de neige, c'est-à-dire de capitalisation, enfin de capitaliser les intérêts, parce que l'effet sera réduit des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2% actuellement. Sur la partie des avantages, pas de plafond sur versement, effectivement, là, au niveau des contrats d'assurance vie, c'est totalement différent du PEA où sur le PEA, vous ne pouvez verser que 150 000 euros. Eh bien, sur les contrats d'assurance vie, il n'y a pas du tout de plafond. Pas d'imposition sur les arbitrages. Donc, c'est une enveloppe fiscale. Comme le PEA, tous les actes de gestion que vous allez réaliser à l'intérieur, les achats, les ventes, n'entraînent aucune fiscalité, puisque la fiscalité, elle, va vraiment être appliquée quand vous sortez des fonds de l'enveloppe. Disponibilité du capital à tout moment. Voilà, c'est à l'exception de certaines unités de compte, effectivement, l'avantage d'une grande diversité d'unités de compte, parfois on peut se retrouver sur des unités de compte sur lesquelles il y a une obligation de la garder pendant un certain temps. Donc, à partir de ce moment-là, les fonds ne seront pas disponibles. Dans l'occurrence, on a maintenant, avec les outils informatiques, des rachats qui peuvent se traiter sous 8-15 jours grand maximum. Donc, seule la part des intérêts compris dans le rachat est imposée en cas de retrait sur le contrat. Donc, parce que on a effectivement un produit nouveau depuis peu qui s'appelle le PER, où là, lui, la fiscalité, lorsque vous sortez des fonds de cette enveloppe, c'est la totalité du capital qui est fiscalisée. Voilà, c'est un des gros avantages qu'il peut avoir par rapport à l'assurance vie, où ça n'est que les gains. S'il n'y a pas de gains sur votre contrat, eh bien, il n'y aura pas de fiscalité. Ou, je dirais, si vous ne dépassez pas les abattements de 4 600 et 9 200 euros, vous n'aurez que la taxation aux prélèvements sociaux. Un choix, un des gros avantages, je dirais, supérieur au PEA, parce que le PEA reste limité aux investissements en zone, aux actions des entreprises qui ont leur siège dans la zone économique européenne. Sur le contrat d'assurance vie, vous pouvez aller chercher, je dirais, un nombre de supports importants qui ne sont pas éligibles au PEA, par exemple. Notamment tout ce qui est support immobilier. Vous avez la possibilité de mettre des SCPI, des SCI, des OPCI dans le contrat. Ce sont des titres qui ne sont pas éligibles dans le PEA. Parce que, je dirais, les deux se complètent et sont assez comparables en matière de fiscalité. Alors c'est au bout de 5 ans dans le PEA, au bout de 8 ans dans l'assurance vie, mais si vous calibrez bien vos retraits, vous n'avez que les prélèvements sociaux à payer. Transmission du capital au décès avec une fiscalité moins lourde que les droits de succession. Donc ça on l'a vu, notamment l'intérêt des abattements et des versements avant 70 ans. L'offre bourse directe, je reviendrai ensuite aux questions. Donc on a 2 partenaires historiques, Apicil et Generali Apicil, pardon. Comme vous pouvez le voir, donc les contrats sont accessibles avec des petits montants de versement. On n'a pas besoin de verser une fortune d'entrée. 300 euros sur le Bourse Direct Horizon, 500 euros sur le Bourse Direct Vie. Pareil, les versements programmés, c'est-à-dire mensuels, trimestriels, semestriels, sont accessibles, 50 euros par mois.
Vous avez des minimums par support également, 50 €, ça c'est sur les versements programmés, ce qui vous permet même en versant le minimum de faire 6 à 10 supports, donc de bien diversifier votre épargne. En matière de frais, on a essayé de coller au marché, donc pas de frais sur versement ni d'arbitrage, et des frais de gestion sur unité de compte à 0,65%. Donc ça c'est, je dirais, le gros avantage des contrats, sachant qu'en plus sur le contrat Generali, donc Bourse Direct Horizon, vous avez accès à des titres vifs. Il y a 90, je crois de mémoire, actions éligibles au contrat dans lesquelles vous pouvez investir. À l'inconvénient, alors, des minimums à 1 500 € par opération, là où donc je n'ai pas du tout de titres vifs dans le contrat Apicil. Pareil pour les ETF, il y en a dans les deux contrats. Le Bourse Direct Horizon, lui, il n'y a pas de frais de transaction. De même pour les actions. Là où le Bourse Direct Vie chez Apicil a 0,15% de frais de transaction. Puisque une action, un ETF, ça se traite sur les marchés boursiers, donc il y a toujours une commission de courtage à payer. Si vous achetez des actions ou des ETF sur votre compte Bourse Direct, votre compte titre, on va vous faire payer des frais de transaction. C'est le même principe chez les assureurs, sauf que Generali, lui, a fait le choix de les prendre à sa charge, enfin de ne pas vous les facturer. Alors, je dirais, pour les actions, de même pour la TTF, oui, c'est la taxe sur les transactions financières, pardon, sur lequel effectivement les conditions générales indiquent qu'elles sont prises, mais dans les faits actuellement Generali ne les facture pas. Donc ça c'est un des gros avantages. Alors sachant que ça reste moins efficace en matière de gestion que le compte titre, puisque vous êtes en valeur, si vous réalisez vos arbitrages avant 16 heures, vous serez sur un cours de clôture J+1. Donc on a quand même une incertitude par rapport au cours auquel vous allez entrer, là où quand vous passez un ordre de bourse, quand vous passez, bien vous allez pouvoir effectivement choisir le cours auquel vous voulez acheter. Dans l'assurance vie, ça n'est pas le cas. Là, je dirais, ça peut avoir un intérêt, c'est si vous voulez constituer un portefeuille de pères de famille, LVMH, L'Oréal, Schneider, Altran, Air Liquide, voilà, c'est des paquebots. Voilà, ça, avec ce genre de valeurs, ça a un intérêt dans l'assurance vie. Après, pour faire du trading sur des valeurs plus petites ou autres, aucun intérêt. De toute façon, le nombre, toutes les valeurs ne sont pas éligibles. L'assureur, puisqu'il assure la liquidité au quotidien du contrat, il a mis vraiment les valeurs les plus liquides. Sur les fonds en euros, donc là je vous ai mis la performance kit de 2023. Netissima, alors qui est le fonds effectivement sur lequel vous avez des boosts, puisqu'il y en a il y en a un autre sur le Bourse Direct Horizon Generali Eurocima, mais le plus intéressant est le Netissima, alors qui a versé 3,10 en 2023, sachant que c'était un minimum et il y avait des boosts qui ont été versés si vous aviez en fonction de votre quantité d'unités de compte. Et du côté Apicil, un peu moins généreux l'an dernier, 1,50, mais sachant que tous les deux ont actuellement une offre, notamment sur le Bourse Direct Horizon, si vous avez des liquidités à placer, donc jusqu'à la fin du mois de juin, dans la limite de 100 000 €, eh bien, il vous donne 1,5% en plus de la performance en 2024 et 2025. Voilà. Sachant que là, on nous laisse à espérer une performance aux alentours de 4% sur 2024 et 2025 en moyenne, bien sûr. Avec ce boost, je vous dis, jusqu'à 100 000 €, pas de condition d'unité de compte. Si vous deviez verser plus de 100 000 €, eh bien, il faudra mettre 50% d'unité de compte. Et pour le Apicil Euro Garantie, cette année, donc eux, il n'y a pas de condition de versement ou autre. Si vous avez déjà des contrats chez nous avec ce fonds en euros, eh bien, il y aura un bonus de 1% qui sera versé à tout le monde. En fonction des stocks au 31 décembre, donc quand la participation est versée mi-janvier. Et donc, il sera de 1%. Sachant qu'il a fait 1,5 l'année dernière, voilà, on peut espérer 2,5, un petit peu plus de 2,5 pour cette année sur ce fonds Apicil, qui, vous verrez, a des avantages, notamment un peu plus de choix en matière de support immobilier. L'offre du moment, on a toujours plus ou moins une offre, jusqu'au 30 juin. Donc c'est une prime offerte en fonction du montant que vous allez verser, entre 3 000 et 10 000 €, 100 €, au-dessus de 10 000, 150 €, sachant qu'on a une condition à 30% d'unité de compte, et puis il y a un complément de 20 € si vous mettez des versements programmés.
Effectivement, l'avertissement, donc les informations sont à jour à la date du 7 juin 2024, puisque effectivement j'ai fini la mise à jour en fin de semaine dernière, susceptible d'être modifié sans préavis, et effectivement la situation chacun doit tenir compte de sa situation personnelle pour appréhender notamment le traitement fiscal qui dépend en fonction notamment de votre tranche marginale d'imposition, par exemple, si vous deviez choisir la fiscalité. Et surtout que l'assurance vie est un placement de longue durée qui présente un risque de perte en capital. Voilà alors la dernière slide, c'est plus les différents réseaux et puis le numéro qui va être capable de vous répondre sur toutes les questions sur le contrat et pendant la souscription du contrat pour vous accompagner. Alors maintenant, je vous remercie. Je vais revenir aux questions. Encore une fois, sur les questions, on le rappelle, mais la situation de chacun est différente. Donc, je ne vais pas pouvoir forcément répondre aux questions qui vous concernent et qui concernent votre situation parce que j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Et notamment, si on parle de fiscalité, c'est notamment votre taux marginal d'imposition. Alors, Eureka, on a des avis d'imposition sur lesquels ça figure depuis l'année dernière, mais ça n'était pas le cas. Puisque l'impôt en France est progressif, avec notamment 5 tranches, 0, 11, 30, 41, 45, mais avec l'avis d'imposition, on n'était pas capable de dire ce qu'il en était. Alors j'ai une question notamment sur la fiscalité et sur l'avantage des 152 500 €. Alors, et notamment cette frontière des 70 ans, si vous voulez suivre votre fiscalité, ce qui va être le plus aisé, c'est, si vous voulez verser après 70 ans, ouvrez un nouveau contrat. Comme ça, vous aurez la visibilité du calcul de la fiscalité après 70 ans, puisqu'il y aura juste à défalquer 30 500 € au montant versé, et vous obtiendrez l'assiette de calcul. Et pour les versements qui ont été faits avant 70 ans, je vous l'ai mis, l'assiette, c'est la valeur qui est transmise. Donc, que vous fassiez des retraits, des versements, des gains, ça n'a aucune incidence. L'incidence, le calcul de l'abattement, c'est si votre contrat vaut 100 000 €, 300 000 € à valeur à votre décès, eh bien, c'est ce montant qui va servir d'assiette, sachant qu'on défalquera l'abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Alors, si vous avez 2 bénéficiaires, eh bien, on va transmettre 150 000, donc il n'y aura aucun droit. Vous voyez, par exemple, un des intérêts forts de l'assurance vie, c'est de pouvoir transmettre en plus des abattements de 100 000 €, j'irais dans le droit commun, en ligne directe pour comment dirais-je, tous les biens qui vont rentrer dans la succession, eh bien, de bénéficier de cet abattement. Alors effectivement, on a parlé de fonds, on a parlé d'ETF, d'actions. C'est vraiment l'assureur qui a la main sur les fonds éligibles. C'est en fonction, alors il essaie de mettre le maximum qu'il puisse faire, mais en l'occurrence vous n'allez pas retrouver forcément tous les produits éligibles, et notamment c'est l'avantage encore du compte titre, c'est de pouvoir investir sur tous les fonds de la place, tous les ETF, ou dans le contrat d'assurance vie, vous êtes effectivement soumis à la liste des fonds éligibles par l'assureur. Alors, la gestion, effectivement, si vous êtes en gestion libre, vous pouvez passer en gestion pilotée, et vice-versa. Là, c'est tout à fait faisable. Ah non, là, c'est plutôt mixé, pardon. Alors, certains contrats, je crois que le Happy Seal vous permet, on va appeler à ce moment-là une multipoche. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir une poche gestion libre sur laquelle vous allez interagir et une poche pilotée, donc sur laquelle vous aurez choisi une des 3 gestions pilotées qui est proposée sur le contrat. Je vous indiquerai comment aller chercher les informations sur le site et sur les différents contrats. Mais c'est totalement envisageable, ça, sur le contrat APC. Le contrat Generali ne le propose pas encore. Maintenant, la parade, c'est de souscrire 2 contrats en même temps, si vous le souhaitez, chez Bourse Direct. Enfin, chez Generali, pardon, Bourse Direct Horizon. Alors, bon, pas de plafond de versement sur l'assurance vie, on peut verser jusqu'à plus soif.
Alors, effectivement, sur le fonds en euros, je vous invite justement à bien lire les conditions générales, et notamment sur son fonctionnement pour l'inscription en compte des intérêts. Là aussi, alors je les ai plus en tête, je vous avouerai, parce que c'est pas forcément la chose que je regarde le plus, mais il est tout à fait susceptible de fonctionner comme un livret par quinzaine ou autre, hein. On est d'accord, en sachant que si vous avez, alors attention, alors pas les nôtres, mais je crois que certains contrats, si vous avez plus de fonds en euros au 31/12, vous n'aurez pas de participation bénéfice, hein. Mais en l'occurrence, c'est pas le cas des contrats qu'on commercialise. Mais là, je vous dis, c'est bien précisé dans les conditions générales, hein. Souvent, il y a 20 ou 30 pages dans les conditions générales, mais il y a des choses importantes à aller voir, notamment c'est le fonctionnement du fonds en euros, c'est comment dirais-je, la prise en compte des arbitrages, J+1, J+2, à quelle heure ça bascule. Je vous l'ai dit de mémoire, chez Generali, je sais que c'est 16 heures. Chez Apicil, je dirais la même chose. Alors, donc là, ce soir, on parle bien de l'assurance vie. Vous avez un site internet dédié, assurancevie.bourse-direct.fr, sur lequel vous allez pouvoir faire vos opérations. L'application Bourse Direct, elle, ne concerne que le compte titre et le PEA. J'ai une question là-dessus, mais au niveau de l'assurance vie, non, c'est essentiellement par, je dirais, l'outil informatique. Enfin, c'est pas essentiellement, c'est par l'outil informatique. Et les conditions générales indiquent comment sont traités vos arbitrages, et notamment sur le Bourse Direct Horizon, tous les arbitrages du jour traités avant 16 heures seront enregistrés en valeur J+1. C'est-à-dire que vous serez traité, alors si c'est des actions des ETF, c'est le cours de la clôture de J+1, et si c'est des unités, c'est la valeur qui aura été calculée à la date du lendemain. Alors, sur la fiscalité, c'est pour la totalité des contrats, qu'elle soit en matière de, je dirais, d'abattement pour succession, hein, c'est 152 500 € par bénéficiaire, tout contrat confondu, hein, comme on dit, par bénéficiaire. Et puis, si vous sortez des gains, c'est 4 600 € ou 9 200 € d'abattement, c'est pour la totalité de vos contrats. Si vous rachetez sur plusieurs contrats, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, l'assureur, lui, prélève les 7,5 dès 0 €. Et c'est l'administration fiscale qui, dans laquelle vous allez effectivement reprendre toutes les informations des rechats que vous avez faits et qui va vous rembourser cet abattement, les 7,5% qui correspondent à l'abattement. Donc, c'est pas plus intéressant d'ouvrir plusieurs contrats, hein. Alors oui, j'avais une question sur l'exemple tout à l'heure. Dans le calcul, j'ai pris juste la partie succession, hein, donc je n'ai pas tenu compte des prélèvements sociaux qui sont facturés avant de la transmission des capitaux. Remarque judicieuse, c'est vrai que je l'oublie assez souvent, mais l'idée c'était pas trop non plus de complexifier l'exemple, il était déjà assez compliqué. Alors, le contrat de capitalisation, est-il possible statut auto-entreprise ou BIC, BNC? Alors, là, en l'occurrence, c'est qui souscrit le contrat de capitalisation? Une société de capitaux, une personne physique ou une personne morale. Voilà. Après, ça n'a rien à voir avec votre régime fiscal, hein. C'est est-ce que vous êtes une personne physique? Est-ce que vous êtes une personne morale? On peut très bien le souscrire dans le cadre d'une société civile, société anonyme, société SAS. Voilà, c'est là ce que vous m'indiquez, auto-entreprise, BIC, BNC, c'est un statut fiscal. Ça n'est pas un statut. Alors, les problèmes transfert, on oublie le mot transfert, hein. Notamment là, ma question, c'est transférer un compte titre à une assurance vie. C'est pas vraiment un transfert. Il faudra sortir les fonds que vous avez sur votre compte titre pour les mettre sur l'assurance vie et réinvestir. Là, on est dans deux univers totalement distincts. Un qui est sujetti au code des marchés monétaires et financiers et l'autre qui est soumis au code des assurances. Donc, c'est transfert déjà au sein de l'assurance, c'est pas possible. Donc, de compte titre à assurance vie, ça n'est pas possible du tout. Là, si vous voulez, je vous dis, la seule opération, c'est de vendre vos titres et de verser les fonds et de les racheter sur l'assurance vie. Ça reste une procédure lourde qui peut engendrer de la fiscalité. Le transfert, hein, je l'ai précisé, mais transfert jusqu'à maintenant était impossible. La loi Pacte a voulu, je dirais, insérer
une notion de transférabilité sur le contrat d'assurance vie, mais on est encore loin de pouvoir le faire, mais notamment c'est au sein de la même compagnie. Voilà. Ça pourra rester qu'au sein de la même compagnie, et en gros c'est un contrat plus moderne. Donc, si vous avez un contrat monosupport, voilà, de toute façon il y a déjà une loi qui existe depuis longtemps pour le transformer en multisupport, mais la loi PACS c'est plus pour une modernisation. Mais si votre contrat bénéficie je dirais, a été souscrit sur les 15 dernières années, il est moderne, hein, au sens de la loi, donc on ne pourrait pas le transférer au sein de la même compagnie. Alors, notamment autour des rachats, les rachats, enfin, encore une fois, c'est votre argent, vous en disposez comme vous voulez. Donc, aucune condition, pas de frais, c'est uniquement la fiscalité. Les conséquences sont uniquement fiscales. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai fait un exemple, on peut vous verser 100 sur votre contrat, il fait 150, vous voulez racheter, au moment où vous allez racheter à hauteur de 15, mon exemple est un peu facile, puisque ça me permet de bien décomposer effectivement les 15 que j'ai rachetés, donc je vous dis pas de frais de sortie. Vous avez 10 qui représenteront le capital, sur lequel il n'y a pas de fiscalité, et 5 de gains, sur lequel s'appliquera effectivement cette fiscalité. La fiscalité, si votre contrat a plus de 8 ans, moins de 8 ans, possibilité de le mettre, de prendre la flat tax ou de l'insérer dans votre option au barème. Là encore, c'est des choses qu'on étudie quand on va procéder à ce rachat. Encore une fois, c'est l'argent, vous en disposez au quotidien. Après, vous avez les délais d'assurance, hein, de virement et autres. Je vous dis, avec les outils informatiques, quand tout se passe bien, entre 7, on peut avoir l'argent sous 7 jours. Alors là, actuellement, notamment une question sur les actions éligibles dans l'assurance vie, il n'y a que des actions européennes. Hein. C'est les plus grosses capitalisations européennes liquides. Pour rappel, je vous ai dit, vous disposez de votre argent à tout moment. L'assureur se doit la liquidité du contrat. C'est-à-dire que c'est pour ça que lui, à l'intérieur, il va chercher à vous mettre des supports éligibles qui sont liquides. Si il y a un problème de liquidité sur le support, lui doit tout de même assurer le rachat si vous demandez le rachat de ce support. Et derrière, donc, il devra porter la liquidité s'il n'y a pas d'acheteur en face ou autre. C'est pour ça que certains supports font l'objet de frais de rachat avant 2 ans, 3 ans ou des choses comme ça, pour une durée de détention. J'ai une question qui me demande si on peut loger une assurance vie au sein d'un PE. Alors là, vous oubliez complètement, c'est 2 enveloppes totalement distinctes qui je dirais, qui ne communiquent pas. Voilà, hein, je vous ai dit, le PEA, on est sur du code marché monétaire et financier. L'assurance vie, on est sur du code des assurances. Donc là, en l'occurrence, alors, Bourse Directe, oui, vous pouvez avoir vos comptes titres, vos PEA chez nous, mais aussi ouvrir des contrats. Je reviendrai après, je finis de dérouler les questions. Alors, l'abattement, oui, les abattements, quand les contrats, une question sur cet abattement, justement, le contrat a plus de 8 ans, 4 600 €, 9 200 €, c'est effectivement chaque année, quand votre contrat a plus de 8 ans. Après, la question, c'était, en sortant à 8 ans, est-ce qu'il n'y a donc pas intérêt à ouvrir plusieurs contrats s'ils ne sont pas ouverts la même année? Alors là, je dirais, d'avoir plusieurs contrats, c'est plus le fait d'en avoir souscrit, je dirais pas par rapport à une stratégie, mais par rapport à, on a rencontré le banquier, on a fait un contrat, il y a eu une offre, on a fait un contrat, on se retrouve avec plusieurs contrats. Et c'est là où on va arbitrer sur le contrat qu'on va racheter. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt fort puisque l'idée, c'est d'obtenir cet abattement, donc c'est de placer, j'irai sur votre plus vieux contrat. Si vous avez des contrats qui ont moins de 8 ans, eh bien, c'est de placer vos fonds sur ceux qui ont plus de 8 ans puisque vous les sortirez plus aisément en matière de fiscalité. Maintenant, si vous mettez une stratégie à long terme, un seul contrat suffit. Hein, et si vous faites des versements réguliers parce que vous voulez pouvoir disposer d'un complément dans 8, 10, 15, 20 ans, un seul contrat suffit et permet, je dirais, limiter la complexité des choses. Hein. Plus vous multipliez le nombre de contrats, plus vous multipliez le suivi. Alors, le fonds en euros. Le fonds en euros, ce n'est pas un produit pur. On a des rapports annuels, vous les retrouvez, les fiches. Comment est constitué le fonds en euros? Entre 80 et 90% d'obligations, qui peuvent être effectivement à moins d'1 an, comme c'est les obligations que vous retrouvez dans les fonds monétaires. Au-delà d'1 an,
les obligations que vous retrouvez dans les supports obligataires. Et puis, vous avez ce que j'appelle les supports de diversification. C'est là où on va pouvoir retrouver du private equity, c'est-à-dire du non-coté, de l'investissement dans les PME, des actions, de l'immobilier. Voilà, bon, sachant que avec la modification notamment des ratios de fonds propres, ces poches de diversification ont baissé sur les fonds euros traditionnels. C'est pour ça que ces derniers temps ont été créés des fonds euros nouvelle génération, avec, je dirais, des garanties en capital net de frais de gestion, voire même possibilité de prélever des frais de gestion plus importants si le résultat de l'encours devait être négatif. Eh bien, on retrouve des niveaux de diversification plus proches des 30% dans ces nouveaux fonds euros, ce qui permet aussi sur 8 ans d'escompter des performances supérieures. Donc le délai pour un rachat, je vous disais, si alors des valeurs liquides, ça c'est assez rapide. C'est les supports immobiliers qui peuvent porter, je dirais, préjudice, notamment les SCI, puisqu'elles n'ont qu'une valeur liquidative tous les 15 jours. Donc là, par contre, il y aura un délai plus important si vous faites un rachat sur des supports immobiliers. Mais en l'occurrence, mon rachat, je vous dis, vous le faites avant 16 heures, c'est du J+1. Voilà, on compte pas les week-ends. Hein, le calcul des valeurs liquidatives sur les OPCVM sont connus à J+1. Donc on rajoute encore une journée. Derrière, le temps que l'assureur enregistre, fasse le virement. Je vous dis, si tout se passe bien, tout est bien huilé, c'est 7 jours, 15 jours. Après, effectivement, des fois, il peut y avoir des délais un peu plus longs. Bien sûr, dans les rachats, on va toujours vous demander quelle est la destination du rachat. Malheureusement, ça, c'est une obligation. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cet argent? Ça, c'est une obligation. Après, vous nous dites la vérité ou pas, ça, c'est pas gênant. Mais nous, l'idée, c'est d'avoir une justification. Eh bien, c'était a priori la dernière question. Alors, l'offre Bourse Direct, vous la retrouvez. Donc, je vais partager. Voilà. Donc là, vous voyez, vous êtes sur le site boursedirect.fr. Donc, ceux qui sont clients compte titre PEA le connaissent bien, puisque c'est ici qu'ils se connectent ou qu'ils peuvent ouvrir un compte supplémentaire. Vous avez ici la rubrique épargne assurance vie. Vous voyez, sur le bandeau. Quand vous cliquez, donc il y a un nouveau menu qui s'ouvre et le cadre blanc de gauche qui est réservé notamment à l'assurance vie. L'accès client assurance vie, donc ça c'est le site effectivement où vous allez pouvoir vous connecter, accéder à votre contrat, gérer votre contrat, constater toutes les opérations, télécharger les documents. Ça c'est une fois que vous aurez souscrit le contrat. Dans un premier temps, vous cliquez sur découvrir notre offre. Donc là vous allez arriver, on retrouve l'offre qui est faite. Vous avez effectivement là une première page générique sur l'assurance vie. Après, vous voyez ici, vous pouvez jongler. Là, on va voir plus spécifiquement sur le contrat Bourse Direct Horizon de Generali. Ici, donc le Bourse Direct Vie, le contrat d'Apicil. Vous retrouvez les caractéristiques. Mais sinon, on retrouve les informations que je vous ai dit, donc notamment sur les frais. Vous voyez, hein, 0 frais sur versement, 0 droit d'entrée, 0 frais de sortie, 0 frais pour vos arbitrages. Ensuite, les atouts, les inconvénients, on retrouve un peu tout ce que j'ai mis, tout ce que je vous ai indiqué dans la présentation ce soir. On retrouve effectivement les minimums sur chaque contrat, les différents modes de gestion. Donc, vous voyez ici la gestion pilotée sur le contrat Apicil, vous allez retrouver Lazare Gestion, Auris avec des ETF, ou notamment Natixis, multipoche. Donc, ce que je vous disais, vous allez pouvoir mettre plusieurs poches en place dans ce contrat, et le Bourse Direct Horizon, où là, on a des mandats avec la société DNCA, avec 3 profils, prudent, équilibré, dynamique. Et puis, donc, comme je vous disais, les différents supports éligibles, où vous retrouvez des OPC, des ETF, des SCI, SCPI, titres vifs et des fonds croissance. Donc là, vous avez toutes les informations sur le contrat. Vous voyez, vous pouvez même faire une demande d'information, adhérer en ligne. En bas, vous devez avoir, voilà, ici, vous avez notre numéro de téléphone, 01 56 88 40 44, donc sur lequel vous pouvez appeler, sachant que derrière, il y aura un menu, sachant que pour les informations, si vous n'avez pas de contrat, il faudra taper 1. Si vous tapez 2, vous tomberez sur moi ou M. Bazinet, et si vous tapez 3, c'est sur la partie administrative. Mais en l'occurrence, effectivement, quand vous cliquez sur adhérer en ligne, vous allez être dirigé. Alors là, oui, c'est vrai que j'ai un souci. Donc là, c'est plutôt interne. Donc, pas d'inquiétude. Hein, le site marche bien, mais là, c'est un souci interne par rapport à cet ordinateur que
j'avais demandé à ce qu'il me règle, qui n'est pas réglé. Mais vous inquiétez pas, le site marche bien. Et voilà ce qui fait le tour. On va revenir. Alors après, quand vous retrouvez sur le contrat boursier Direct Horizon, par exemple, celui-ci, alors c'est celui effectivement qui est le vent en poupe actuellement, qui a reçu de nombreux prix, notamment c'est pour sa gestion ETF. Si vous voulez avoir une gestion pas trop chère, effectivement, avec les ETF, on minimise les frais de gestion des supports entre 0,30 et 0,60 grand maximum sur les supports, hein. Parce que donc il y a les frais de gestion du contrat 0,65. Là, les frais que je viens de vous indiquer, c'est les frais des supports qui sont facturés par les sociétés qui gèrent ces supports. Là où dans des fonds communs de placement, vous allez être entre 1,5 et 2% de frais de gestion annuels. Bon, sachant que quand un fonds affiche 15% de performance, eh bien c'est une performance nette de frais de gestion. Ça, c'est des frais de gestion qui sont payés dans le fonds. Donc là, on reprend le contrat Generali. Bon, donc c'est ce que je vous disais, 224 OPC, 115 ETF, 94 titres vifs, 5 OPCI. Vous retrouvez notamment en bas, là les performances du fonds en euros, ce que je disais, le boost. Et vous avez donc les frais de gestion du contrat, 0,65. Alors la gestion pilotée, oui, il y a un coût qui est de 0,20, notamment là en l'occurrence, et les frais de gestion des fonds en euros sont spécifiques. Là, c'est des frais sur lesquels on n'a pas la main, donc c'est l'assureur qui les détermine. Et donc jusqu'en bas, voilà, vous allez retrouver les documents spécifiques du contrat, notamment le document d'information clé, la notice. Donc la notice, c'est les conditions générales, c'est là où vous retrouvez le fonctionnement avec les horaires de prise en compte des arbitrages, ainsi que voilà l'application, le J+1, le J+2. Voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Eh bien non, je vois qu'effectivement il est déjà 20h15, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Donc je vous ai dit, donc le numéro de téléphone pour les questions, n'hésitez pas à nous appeler. Hein. Les questions auxquelles je n'ai pas répondu, il y avait trop, elles étaient trop personnelles, donc je n'avais pas toutes les informations pour pouvoir y répondre. Hein. C'est essentiellement pour ça que je n'y ai pas répondu. Je suis désolé, mais en l'occurrence, c'est problématique. Hein, c'est pour ça qu'on attire l'attention et qu'on a une slide réservée à ça, que c'est fonction de la situation de chacun. Alors, moi, j'étais en train de revenir sur ma présentation. Une excellente soirée. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas donc à nous contacter. On vous rappellera dans les meilleurs délais si vous n'arrivez pas à nous joindre. Mais